Tout pour investir, la place de l'IMO. La place de l'IMO et la place de vous en tant qu'investisseur, en tant que locataire. Où êtes-vous? On imagine que vous êtes presque mort à vous lire. Bonjour Stéphane Descartier. Bonjour Lorraine, Marie, bonjour à tous. Vous êtes dirigeante de SD Conseil et Formation en duo avec Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour Stéphane. Oui, presque mort parce que vous avez travaillé sur un édito pour cette émission que vous avez intitulé Locataire en enfer, investisseur au purgatoire. Alors tout le monde est mort, mais certains sont en transition, c'est ça l'idée? Voilà, il y a du pire dans l'horreur. Donc ce qui est sûr, c'est que pour les locataires, on va vers des périodes extrêmement compliquées, puisque du côté de l'investissement dans le neuf, les chiffres sont catastrophiques. On va être à même pas 20 000 logements type Pinel, etc. Les résidences-services, notamment étudiants, c'est moins 60%. Donc le neuf, globalement, investisseur, c'est moins 60%. Et puis dans quelques mois, donc c'est terminé. Dans 2 mois, c'est terminé. Ça sera donc zéro. Et alors du côté de l'ancien, c'est pire, c'est-à-dire qu'on est passé de 250 000 investisseurs dans l'ancien à but locatif à même pas 100 000 ou à peine 100 000 cette année, c'est-à-dire qu'on est passé de 25% à 16% de gens qui investissent pour louer, et dans un marché qui a fait moins 40, comme chacun sait, puisqu'on est passé de 1,2 million à peine 700 000 cette année. Donc ça va être... Alors, on connaît déjà les tensions extrêmes qu'il y a aujourd'hui sur le marché locatif, mais la situation est grave, mais va devenir désespérée, parce que actuellement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que actuellement, on livre encore des logements qui ont été notamment vendus il y a 2-3 ans, mais on va atteindre le nadir, ça va être effectivement la sclérose totale, on va l'atteindre dans 2 ans, dans 2-3 ans, puisqu'il n'y aura plus notamment ce qui constituait les dernières ressources, notamment en location nue type Pinel. Donc il n'y en aura plus. Donc là, on va vers des temps effectivement extrêmement compliqués pour les locataires. Mais Stéphane, je vous interromps parce qu'il y a quand même 2-3 choses qui sont en train de se jouer. Alors il y a le budget pour 2025, avec des amendements qui avaient été adoptés. Bon, après il y a eu le rejet, machin, mais bon, ils vont sans doute revenir dans le cadre de l'examen par les sénateurs. On a toute une réflexion lancée par Valérie Létard qui dit qu'elle a l'air pour le coup hyper active sur l'idée qu'il faut créer ce fameux statut du bailleur privé. Encore une fois, sur le projet de loi de finances, il y avait un amendement socialiste qui pourrait bel et bien revenir lors de l'examen au Sénat pour alléger la fiscalité pour ceux qui font de l'investissement nu. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire oui, effectivement, en l'état actuel des choses, on va droit dans le mur et on y était déjà, donc ça va faire encore plus mal, mais demain, possiblement, on pourrait quand même avoir des leviers nouveaux et des soutiens nouveaux quand même. Oui, alors Marie, en fine observatrice que vous êtes, ça fait combien d'années qu'on parle du statut du bailleur privé? Non mais c'est pour ça, vous avez remarqué Stéphane que j'ai dit, elle est quand même très hyper... et puis elle le redit systématiquement. D'ailleurs, le sujet qui a priori va revenir là aussi, puisqu'il est soutenu par le gouvernement, d'une exonération sur les donations qui devrait être un truc un peu ponctuel. Ce que dit Valérie Létard, elle l'a dit devant les députés, devant les sénateurs, c'est que ça doit être justement ponctuel parce qu'il faut qu'on accélère et qu'on détermine sans doute dans les prochains mois ce statut du bailleur privé. L'histoire des donations, c'est très bien, mais qui peut, je ne sais pas si autour de vous, vous connaissez des gens qui peuvent donner 150 000 euros. Non, on est bien d'accord. À des enfants pour acheter du neuf, etc. C'est une aide de niche, mais bon. Ça va concerner quelques centaines de foyers, peut-être français. C'est pas ça qui va effectivement remplacer des blockbusters type Pinel ou faire revenir les gens sur le meublé, notamment les résidences étudiantes. Il y a plus de 250 000 étudiants qui sont sans logement aujourd'hui. Alors après, pardon, donc, je suis désolée, même ça, effectivement, les très mauvais avertissements qu'on a, notamment sur le meublé, etc., paralysent aussi un petit peu le marché, parce que les investisseurs se disent mais à quelle sauce on va être mangé, etc. Donc Stéphane, quand même le climat est quand même très anxiogène. Il faut quand même que je vous apporte une forme de contradiction. Bien sûr. Juste parce que je vous embête et que je vous adore. Mais quand même, alors je pense que vous pensez au statut du LMNP qui pour le coup va être revu, puisque alors là c'est pas un amendement qui a été apporté par les parlementaires, mais c'est bien le gouvernement dans le cadre de la version initiale du projet de loi de finances, avec cette idée de finalement vous vous dites tuer le statut du LMNP. Moi, je pense qu'on est plutôt sur une correction. Mais bon, l'enjeu, c'est quand même de dire il faut réorienter l'investissement des Français vers là où sont les besoins. Bien sûr qu'il y a des besoins sur le meublé. Mais enfin, est-ce qu'il y en a autant besoin qu'aujourd'hui on en a alors qu'on est en train de dépouiller le marché de location nue aussi, quoi. Et donc,
quelque part, est-ce qu'un rééquilibrage fiscal n'est pas nécessaire à ce stade? Oui, on espère un rééquilibrage, mais malheureusement, j'ai bien peur que le rééquilibrage se fasse au détriment du meublé et pas en faveur du nu. En tout cas, on n'en prend pas véritablement le chemin. C'est pour ça que je parlais de cet amendement qui avait été voté. Vous savez, je crois que le problème, c'est que là, il y a énormément de commentaires. La foire aux saucisses fiscales n'est pas terminée. Ça va repartir. Les gens votent des choses, des amendements qui après sont refusés par l'ensemble des... Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Mais moi, ce que je vois arriver surtout, et ce qui me révolte, n'ayons pas peur des mots, c'est les locataires qui ne sont pas parfaits. Les locataires qui n'ont pas 4-5 fois la possibilité de revenus réguliers, salariés, de fonctionnaires, etc. 4-5 fois. Moi, j'ai même le cas d'un auditeur 6 fois. J'ai un auditeur qui m'a écrit, papa célibataire, qui vient de divorcer et qui vient de mettre sous séquestre 6 mois de loyer pour pouvoir louer un appartement dans Paris. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et là, on n'est qu'au début, effectivement, de ce phénomène-là. Donc, tout ce qui est freelance, indépendant, maman, papa solo, les étudiants de familles modestes, etc., c'était déjà difficile pour eux, mais ça va devenir impossible. Donc ça, c'est quand même vraiment révoltant. En France, aujourd'hui, où est l'égalité des chances, notamment pour les étudiants? Il y a un étudiant sur 5 qui renonce à ses études parce qu'il ne trouve pas de logement à des prix décents. Enfin, c'est ça, Stéphane, on en est là aujourd'hui. C'est révoltant. Il faut faire quoi? On est révolté? Ok, super. Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que pour les locataires, ça va être l'enfer au moins pour 4-5 ans. Même si demain, on relançait de toute façon quelque chose d'incitatif pour les investisseurs, le temps, effectivement, de relancer la machine, de vendre, de construire, etc., c'est minimum 4-5 ans. Donc, de toute façon, pendant 4-5 ans, on va être dans un marché d'ultra pénurie. Donc, il y aura 2 catégories, effectivement, de Français, ceux qui pourront acheter et les autres. Et donc ceux qui pourront acheter, ma foi, voilà, ils auront. Alors il y a des pistes quand même qu'il faut explorer. Il y a des pistes notamment pour les gens qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases de start-up comme Virgile notamment, qui permettent pour l'achat de sa résidence principale de constituer un apport, c'est-à-dire que c'est une société qui est co-investisseur avec vous et qui vous permet donc d'avoir les 10-15% d'apport personnel. Vous avez notamment, il faut le souligner, certaines banques qui s'ouvrent aussi aux indépendants, aux chefs d'entreprise, aux gens qui ne rentrent pas dans les cases, notamment le CIC fait cet effort-là, donc il faut le saluer. Alors ils ne le font malheureusement que pour leurs clients, donc il faut peut-être aller ouvrir un compte au CIC, etc. Donc il faudra puis taper la famille, taper les parents, les grands-parents pour constituer un apport, parce que ce ne sera peut-être le seul moyen de se loger face à l'ultra pénurie qu'on va avoir, ça sera d'acheter. Donc on va vers ces temps-là. Taper les parents et les grands-parents. Donc effectivement, on va vers ces temps-là. Donc il faut que les locataires, les candidats locataires de demain se préparent à plutôt acheter. Et quand même une bonne nouvelle aussi, Marie. Le PTZ va être revu, il va être amélioré, il va être ouvert à tout le territoire, y compris peut-être pour les maisons. Donc profitez-en, demain, les primo-accédants, etc., profitez-en. Alors c'est sous condition de ressources, bien sûr, mais profitez-en, utilisez le PTZ, ça sera peut-être un mal pour un bien. Ça sera peut-être l'occasion pour les gens qui ont 25, 26 ans, moins de 30 ans, qui traditionnellement étaient plutôt locataires pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils allaient démarrer dans la vie active un petit peu plus précisément, etc. Ça sera peut-être l'occasion de commencer à acheter sa résidence principale plus tôt, plus jeune. Donc finalement, ça sera peut-être un mal pour un bien, mais de toute façon, encore une fois, ça sera un petit peu la seule solution pour pouvoir se loger, tout simplement. Oui, après vous dites un mal pour un bien, pourquoi un mal Non, je dirais que c'est parce qu'il n'y a rien à louer que ça va certainement, en tout cas assurément, pousser des gens vers l'achat. Encourager les gens à devenir propriétaires. Donc voilà, donc ça sera peut-être effectivement pour ça, contre mauvaise fortune, bon cœur, effectivement, des gens qui, alors qu'ils n'y aient pas forcément pensé, pousser vers l'achat, ce sera peut-être pas plus mal. Alors du côté investisseur quand même aussi, il faut regarder les deux, c'est-à-dire les locataires pour les investisseurs. Alors, ce qui est à peu près sûr, c'est que les loyers vont exploser, parce que tout ce qui est rare est cher. De toute façon, voilà, les loyers vont exploser, ça c'est à peu près sûr. Ils vont augmenter, certainement beaucoup plus que l'inflation. Mais ce qui arrivera aussi inévitablement, ce sera la généralisation du plafonnement des loyers, de l'encadrement des loyers, puisque là on peut le comprendre. Donc, alors pour ceux qui veulent éviter le plafonnement des loyers, il y a un truc qui est très simple à faire, c'est d'examiner
le taux de propriétaires et de locataires de la ville dans laquelle vous comptez investir. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, en gros, ce que vous dites, c'est que concrètement, dans une ville où il y a plus de locataires que de propriétaires, les élus auraient plutôt tendance à mettre d'encadrement des loyers. C'est la démocratie. Et dans des villes où il y a plus de propriétaires que de locataires, a priori, on va mettre moins d'encadrement ou pas d'encadrement. Mais c'est tout à fait ça. C'est la démocratie qui s'applique. Regardez les villes qui ont déjà imposé l'encadrement des loyers. Paris, Lille, Bordeaux, Lyon sont des villes qui sont globalement à 70% de locataires. En fait, donc très clairement, le maire qui se dit j'avantage 70% de mes administrés en faisant quelque chose qui me coûte pas un rond en plus, ça se passe, c'est ce qui se passe. Mais donc c'est l'application de la démocratie. En fait, Stéphane, il faut juste dire quelque chose, c'est que quand la ville est très chère, et on a cité les villes les plus chères de France, globalement, il y a de fortes chances qu'il y ait un encadrement des loyers parce qu'il y aura une part de locataires qui sera beaucoup plus importante parce qu'incapable de s'acheter un logement dans cette ville-là. Tout à fait. Donc ça, et par rapport à ça, si vous voulez éviter ce phénomène de plafonnement, il suffit d'examiner dans votre ville, les informations sont données par l'INSEE, par d'autres sites, etc. Vous les avez. Donc par exemple, pour prendre en région parisienne, vous avez Saint-Maur-des-Fossés, Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, Hyères et Brunois dans l'Essonne, sont des villes qui sont entre 65 et 70% de propriétaires. Donc là, vous êtes à l'abri. Pour prendre la région lyonnaise, par exemple, vous avez Caluire-et-Cuire, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Sainte-Foy-les-Lyons, Tassin-la-Demi-Lune. Là, c'est pareil, on est entre 65 et 70% de propriétaires. Donc sur ces villes-là, ça n'arrivera pas. Oui, mais par application de la démocratie aussi. Pardon, Stéphane. Ça n'arrivera a priori pas. Je veux juste mettre deux petits bémols sur ce que vous dites. D'abord, le premier, c'est s'il y a plus de propriétaires que de locataires, n'y a-t-il pas un risque à ne pas trouver de locataires ? C'est peut-être pour quelque chose. Et deux, moi, le plus important, c'est est-ce que vous croyez véritablement que c'est l'encadrement des loyers qui fait que votre location ou votre investissement devient complètement plus rentable du tout et que de fait, vous n'avez plus intérêt à investir. Je vous redonne un chiffre qu'on nous a donné il y a quelques jours, quelques semaines. Une ville comme Nice qui n'applique pas d'encadrement des loyers a une baisse de l'offre locative qui est à peu près similaire à toutes les autres villes qui ont un encadrement des loyers. Preuve que ce qui retient l'investisseur, c'est pas forcément l'encadrement des loyers. Non, c'est pas uniquement l'encadrement, c'est sûr. Maintenant, l'encadrement fait que, on en avait déjà parlé, l'encadrement fait que entre l'encadrement et la fiscalité, ça vous bouffe effectivement le résultat final, quoi. C'est quand on est pris dans un étau effectivement entre d'un côté le plafonnement et de l'autre la fiscalité, à partir de 30% plus prélèvements sociaux, on en redonne la moitié, et à 41 beaucoup plus. Donc c'est cet étau-là qui est effectivement très difficile. Maintenant, l'encadrement, moi je fais pas de politique, je suis pas là pour juger c'est bien, c'est mal, mais certains y sont allergiques, certains ne veulent pas que ce soit le maire ou la maire qui vous disent voilà, vous avez le droit de louer tant. Donc si vous voulez éviter ce phénomène, regardez précisément où vous investissez et faites attention aux villes où il y a une large majorité de locataires parce que par application de la démocratie classique, ça arrivera un jour ou l'autre. Et spécialement avec l'attrition du parc qu'on connaît et qu'on va connaître encore dans des proportions malheureusement beaucoup plus importantes que ça ne l'est actuellement. Voilà, le conseil de Stéphane Descartier, investisseur. Regardez le ratio propriétaire-locataire dans la ville où vous envisagez d'investir. Peut-être un autre indicateur à suivre, soufflé par Zino, notre producteur, c'est de regarder le nombre de résidences secondaires vides. Il y en aurait 300 000 à Paris, d'après la mairie de Paris. Non. Alors, pardon, mais non. C'est pas ça les logements vacants. Non, les logements sous-occupés à Paris, c'est 200 sous-occupés, c'est 270 000, même précisément 262 000 au dernier pointage. Il y a la moitié de logements résidences secondaires et l'autre moitié de logements vraiment vacants. Donc non, c'est pas résidence secondaire / logement vacant. C'est ça, moitié. Vous avez en gros de mémoire 130 000 résidences secondaires et 130 000 logements vraiment vacants. Donc voilà. Mais par contre, c'est un vrai sujet parce qu'en parallèle, vous avez que 350 000 logements loués dans le parc locatif privé. Et si on ne fait rien, d'ici 2, 3, 4 ans, on aura plus de logements sous-occupés que de logements réellement loués. Donc et à Paris, on était à 600 000 encore dans les années 90. Le parc locatif privé a fondu de près de moitié. On était à 1 million après-guerre, on est tombé à 600 000 dans les années 90, on est à 350 000 aujourd'hui. Justement, en fait, il y a un effet de vase communicant. Il y a moins en moins de logements loués, mais de plus en plus de résidences secondaires ou vacants. Donc, bon, ces chiffres sont complexes, on reviendra dessus. Résidence secondaire, appartements sous-occupés. Merci beaucoup Stéphane Descartier pour cet édito. Plaisir. Merci Marie pour votre analyse également. On se retrouve demain pour une demi-heure d'immobilier, répondre à vos différentes questions et puis couvrir ce secteur du logement / immobilier.